Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Comment je suis rentré à la Fesquie. Il y a des remèdes pour la maladie. Il n'y a point de remède pour la destinée. Proverbe indien. Séquence 1. Une enfance loin des parents. Ce n'est pas la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée. Albert Camus. Si je me suis décidé à écrire ce livre, c'est parce que mon cœur commençait à déborder, cœur et esprit liés, l'un et l'autre mis à mal par les coups de boutoir de la calomnie. En militant pendant toutes ces années, je pensais être devenue forte. Ce sont ces paroles de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Simone Hivet Gbagbo, contenues dans ses paroles d'honneur, page 24, qui m'ont déterminée à prendre ma plume. C'est à croire qu'elle les avait écrites pour me les prêter plus tard, tellement elles reflètent ma situation. J'ai décidé de prendre ma plume pour témoigner d'une histoire qui mérite d'être connue. Oui, il fallait que l'histoire, ne serait-ce que l'histoire récente de la Fesquie, soit restituée. Il le fallait pour les sans-voix car, aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur 31. Écrire ce livre était pratiquement devenu une mission divine, dont je n'avais pas le droit de me dérober. Durant ces 2 années d'exil intérieur, pour parler comme le professeur Ouraga Oubou lors de son discours du dimanche 1er novembre 2009 à Daye-Pakéi, la voix du prophète Ézéchiel qui me rapportait les injonctions de Dieu n'arrêtait pas de résonner dans mes oreilles. Écoutez-la vous-même. Fils d'homme, je t'établis guetteur pour la maison d'Israël. Quand tu entendras une parole venant de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas au méchant pour le mettre en garde contre sa mauvaise conduite, afin qu'il vive, il mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, je le ferai trébucher. Il mourra, c'est parce que tu ne l'auras pas averti qu'il mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. J'ai fini donc par me plier à l'injonction de Dieu pour parler, afin de sauver le syndicat auquel j'avais adhéré pour contribuer à la réalisation d'un idéal. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent ma voix comme les miennes m'ont servi à entendre et à comprendre la voix de Dieu à travers celle du prophète Ézéchiel. Avant de relater les circonstances de mon adhésion à la Fesquie, il me paraît opportun de remonter à mes années collège qui m'ont façonné, transformé en un individu bouillant, agité mais aussi et surtout suffisamment révolté pour devenir un syndicaliste. J'ai eu mon entrée en 6e en 1989, et je fus orienté au lycée moderne d'Agboville. Le jour où je devais partir pour cette ville, j'ai quitté la maison familiale la veille parce qu'il fallait que je me réveille aux côtés de mon guide à 4 heures du matin, afin que nous puissions avoir le premier départ. À 4 heures du matin, lorsque mon guide PE accent aigu HE accent aigu Henri 32, paix à son âme et moi quittions le domicile de mon oncle, Zouetuo André, chauffeur à la Sotra, j'ai commencé à sentir pour la première fois la cruauté de la vie. L'idée de quitter mes parents pour un si long moment me rendait malheureux. Ce n'était pas la première fois car j'avais fait mon cursus scolaire loin d'eux, Tienikboué, Sassandra, Grand Bassam, mais cette fois-ci j'avais pris conscience de mon existence et de leur place dans ma vie. Cependant, j'avais surtout mal de m'éloigner de la maison d'arrêt et de correction des Abidjan, Maca, qui abritait à cette époque mon père en détention provisoire pour les nécessités d'une enquête relative à un hold-up qui avait été perpétré sur son lieu de travail, au dépôt 3 de la Sotra 33. Toutes ces pensées se mêlaient à ce froid glacial du petit matin pour me traverser le corps. Au bout de 100 mètres de marche, je commençais à revenir à moi-même. Jusque-là, j'avais le sentiment d'avoir dans la gorge une boule que je n'arrivais pas à avaler. Petit à petit, ma gorge se dénouait et mon corps se détendait. Quelques heures plus tard, nous nous retrouvâmes à Agboville. Les formalités d'inscription achevées, Henri m'envoya chez mon tuteur, un garde pénitencier qui logeait au quartier Adaou situé à environ 9 km du lycée moderne. C'est cette distance que je parcourais 2 ou 4 fois par jour selon mon emploi du temps. Je passai donc mon premier cycle secondaire à Agboville en 4 ans, 1990 à 1994. En 1994,
La FESCI avait déjà 4 ans, mais à l'intérieur nous n'avions pas encore pris conscience de l'existence de ce syndicat. Avec beaucoup de recul, je me rends compte que la bande que nous formions, mes copains et moi, avait les mêmes traits caractéristiques que les groupes de la FESCI. Cette bande que nous avons baptisée les Ogos était composée des Ossou Frank Walter, Kwasi Paulin, Popolais, artiste chanteur 34, Ncho Élysée, Kwasi Hervé, Nandjui et la Priska, Agbe Marie-Jeanne Angèle, Kobei Franck Olivier, Guédé Franck, Owochi Yapi Martial, moi-même et les autres. La première année en 6e, j'attendis les congés de Noël pour me révolter contre mes parents à cause de la distance que je parcourais pour aller au cours. C'est ainsi qu'ils me trouvèrent un autre tuteur, Monsieur Guy Patrick Dauba Vermont 35, aujourd'hui enseignant en Espagne et représentant du Front populaire ivoirien, FPI dans ce pays. Obligé de grandir loin de mes parents, j'avais très tôt appris à me battre pour m'en sortir. Pour tenir cette ardoise, CE2, j'ai dû m'imposer à Jérôme, le jeune Français à genoux. Mon tuteur enseignait au lycée, et il était très respecté par ses collègues. Cependant, je ne comprenais pas l'instabilité qui le caractérisait. À la maison, le service de la nourriture était irrégulier. Un jour, on m'expliqua qu'il était l'objet de persécutions de la part du régime en place, le PDCI, à cause de son militantisme engagé au FPI. Son salaire et ses émoluments en pâtissaient. C'est ce jour-là que j'ai compris que la faim qui faisait désormais partie de mon quotidien n'était due ni à la volonté de mon tuteur, ni à une quelconque inorganisation de sa part. Chaque fois que mon ventre réclamait ses droits, mon esprit se révoltait contre le régime que je considérais dès lors comme la cause lointaine de ma souffrance. En somme, je vivais des efforts insuffisants de mon tuteur, de la solidarité de mes copains et surtout de cueillettes grâce à la vingtaine de cocotiers qui jonchaient la clôture de notre villa. J'en arrivais alors à un dilemme. Retourner dans mon ancienne habitation certes éloignée du lycée mais où la nourriture ne manquait point ou rester dans ma nouvelle maison certes proche de l'école mais marquée par une sécheresse alimentaire permanente. J'ai choisi de rester et de résister non seulement par solidarité à mon oncle dont j'étais convaincu de l'amour à mon égard, mais surtout par conviction que j'étais désormais un homme, et qu'il s'agissait d'épreuves qui devaient m'aguerrir. Des épreuves, j'en ai connu d'autres. Et il y en a une que le nombre d'années passées ne saurait me faire oublier, d'autant plus qu'elle m'a injecté le virus de la Révolution. Séquence 2. Contaminé par le virus de la Révolution. Ce ne sont point les hommes qui mènent la Révolution, c'est la Révolution qui emploie les hommes. Joseph de Maistre, Considérations sur la France. Durant l'année scolaire 1990 à 1991, les remous sociopolitiques avaient gagné l'école. À Abidjan, cela faisait presque une semaine que les cours étaient perturbés dans les lycées et collèges. À Agboville, nous commencions à bouillonner dans notre fort intérieur à l'idée que nous n'étions pas dignes de la capitale. Au bout de quelques analyses, nous sommes arrivés à nous convaincre que nous avions le devoir de relayer le combat de nos camarades d'Abidjan. La machine du désordre se met donc spontanément en marche. Je rappelle qu'en ce moment la FESCI n'était pas encore née à l'intérieur du pays. Popolais, Ossou Frank Walter, Ncho Élysée, Owochi Yapi Martial et moi enclenchâmes le processus de libération des élèves. La caravane du désordre commença chez nous même au lycée, ensuite au collège moderne puis au collège Aymon. La clameur que soulevait notre avancée dissuada les autres établissements qui décidèrent de libérer eux-mêmes leurs élèves avant l'arrivée des activistes. À 11h, les rues de la ville d'Agboville étaient irriguées d'élèves qui se dirigèrent instinctivement vers le rond-point comme pour attendre un meeting qui devait mieux les informer et leur communiquer un mot d'ordre. En réalité, nous ne savions pas grande-chose de ce qui se passait dans le pays si ce n'est qu'un certain Gbagbo Laurent, opposant, avait commencé à dire la vérité. Le virus du soulèvement populaire qui avait gagné Abidjan, et qui avait trouvé une loge confortable dans notre esprit, nous avait convaincus de soutenir le combat historique de ce leader. Une fois au rond-point, tous les élèves attendaient notre intervention. Les plus curieux avaient formé un cercle autour de nous, et essayaient d'entendre nos conciliabules. Quant à nous, l'objet de notre présence au rond-point était d'attendre nos camarades qui devaient nous confirmer que tous les établissements ont été délogés. Aussi,
dois-je avouer que nous éprouvions beaucoup de plaisir à nous baigner dans les regards admirateurs des jeunes filles qui nous voyaient comme des héros. J'étais le plus remarqué de tous car sur mon uniforme kaki j'avais porté un boubou Yakuba 36, surplombé par un bonnet d'Ozo 37. Toutefois, c'est très distinctif de mon accoutrement, lequel faisait de moi l'icône du désordre en ce jour, allait s'avérer fatal pour moi. Vers 13h, nous nous sommes retirés chez Ncho-Élysée pour nous reposer et commenter allègrement nos prouesses. C'était le type de maison qu'on appelle communément une chambre-salon. Nous étions au salon, et de la table sur laquelle j'étais assis, je pouvais voir un séchoir sur lequel l'on avait épinglé un linge. Tout d'un coup, j'aperçus au bas du linge séché les pas de 2 hommes en treillis qui se dirigeaient vers notre pièce. Popolé avait vu la même scène que moi. Instinctivement, nous eûmes la même idée, celle de filer silencieusement dans la chambre et nous coucher sur le matelas. Je venais de comprendre que les témoignages et indiscrétions de certaines personnes avaient permis aux 2 policiers de retrouver les traces de l'homme au boubou Yakuba que je suis. Il commençait à pleuvoir des coups de botte et de matraque au salon. Les « Monsieur pardon, je ne suis pas dedans » succédèrent aux assauts répétés des 2 hommes en treillis. Il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre, donc aucune possibilité de s'échapper si ce n'est de tenter de traverser le salon avec le risque de se jeter dans les bras des envahisseurs. D'un regard fulgurant, Popolé me dissuada lorsque d'un signe je lui fis part de cette proposition. C'est à ce moment que l'un de nos camarades en difficulté s'échappa de l'emprise de l'un des bourreaux, pour venir se blottir contre l'angle de la chambre qui est opposé à la porte. Si le policier rentre dans la chambre pour le prendre, c'est sûr qu'il nous verra. Il intima l'ordre à notre camarade de sortir de là, avant qu'il ne vienne le chercher de force. Face à l'hésitation de l'élève, il rentra dans la chambre juste à la limite de la porte ouverte et en allongeant sa main, prit l'élève par le poignet et le tira dehors. Lorsque les cris de nos camarades s'éloignèrent et finirent par disparaître, Popolé et moi réalisâmes que nous venions d'échapper à une bastonnade, pire à la prison. C'est apostrophe est à la grande stupéfaction des habitants de la cour, que nous sortîmes de la maison. Les dames qui spéculaient sur l'événement qui venait de se produire, nous prièrent de quitter vite les lieux. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans le rôle d'un fugitif. En si peu de temps, l'enthousiasme du meneur d'hommes avait rapidement fait place à l'angoisse, la crainte, le stress de l'homme traqué. C'est grâce aux livres de mathématiques et de sciences physiques de Popolé Bradé que nous avons quitté la ville. Lorsque l'école a repris, je vivais dans des conditions difficiles parce que je redoutais d'éventuelles représailles de la police sur ma personne sur indication d'un tiers. Ces conditions de vie ne m'ont pas empêché de m'en sortir en fin d'année avec une moyenne de 14. L'année suivante, en 5e j'ai été retenu à l'internat pour avoir été parmi les 5 meilleurs élèves de ma classe. L'année d'après, je suis retourné chez mon tuteur avant de regagner encore l'internat lorsque je fus admis en 3e. C'est donc en 1994 que j'ai obtenu mon BEPC, sans avoir été orienté. Je passais mon second cycle à Abidjan successivement au lycée Mahou, au lycée municipal de Yopougon et aux cours sociaux d'Abobo où j'ai obtenu mon bac en 1997. Comme la plupart des bacheliers de ma génération, je choisis de m'inscrire à l'université. En faisant ce choix, j'ignorais que je venais ainsi de prendre rendez avec la FESCI. Séquence 3, rendez-vous avec la FESCI. Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Théophile Gautier. Mes premiers jours à l'université de Cocody ne furent pas de tout repos. J'avais dû batailler très dur pour faire ma préinscription. Plus tard, je fus orienté à la faculté de droit comme je l'avais d'ailleurs demandé. Je quittais tous les jours Yopougon pour me rendre au cours à partir du quai 85-38 du collège Les Phalènes. C'est à cet endroit que j'ai fait la connaissance de plusieurs copains qui allaient devenir plus tard mes camarades de lutte. Il s'agit entre autres de Dabao Joël, Yeboya 39, Vao Joël, Le Mola, Baby Armand 40, Serge Adjei, Siabi Guillaume, Despris, Blédé Christophe 41 et autres. C'est le Mola que je fréquentais le plus pour la simple raison qu'il était inscrit avec moi en droit. Plus tard, j'allais découvrir qu'il militait à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI. Du coup,
Je me voyais en train de me diriger tout droit vers ce syndicat que je ne connaissais que vaguement avant de venir à l'université. Ma trajectoire se précisait au fil des jours, parce que je n'avais pas du tout l'intention de me séparer de mon ami le Molla. J'aimais beaucoup sa compagnie. Ses activités syndicales ont commencé à me mobiliser permanemment. C'est ainsi que par son canal, j'ai commencé à me rapprocher des responsables de la section de droit, Koné Issa Ladio, Sankara 42, Akpa Landry Chérico 43, Kokuzike Laurent et Claire 44. Ma première mission à leur côté s'est déroulée en novembre 1998. Il s'agissait d'une mission de renouvellement des sections des lycées et collèges de Yopougon. Ce jour-là, j'avais cours mais j'ai décidé délibérément et sans hésitation de me retrouver à Yopougon car me faire remarquer par la bande à Sankara avait plus de valeur à mes yeux que m'asseoir dans un amphi. Comme je l'avais mouru, j'ai été effectivement très actif dans cette mission surtout lors de l'étape du collège où j'ai monopolisé toutes les courses de la délégation, achat de cigarettes, d'eau glacée, galettes et bananes braisées. Je crois que je me suis fait remarquer par le général Sankara car 2 jours plus tard, devant l'amphi de la faculté de droit, il me confia à celui qui était parti pour être son successeur à la tête de la section droit à Abidjan, Éclair. Prends-le avec toi et fais-le travailler, c'est mon petit. C'est en ces termes que je fus recommandé au général Éclair. Une fois à la tête de la section, le général Éclair avait choisi dans un premier temps de ne pas me faire entrer dans le bureau. 2 mois plus tard, j'ai connu pour la première fois la joie de la responsabilité à la FESCI. C'est sous le gros arbre situé derrière les amphis DE que j'ai été nommé à 11h28. J'ai fait attention à l'heure parce que devant la bonne nouvelle je voulais offrir une bière à mon nouveau chef, mais je me suis rendu compte qu'il était presque midi, heure de mon rendez-vous au plateau avec mon oncle. Je me contentais donc de remercier le général Éclair tout en prenant le soin de lui promettre assiduité, dévouement et fidélité. Je venais donc de gagner mon intégration officielle mais surtout mon poste de responsabilité. Premier secrétaire à l'information adjoint. J'étais l'adjoint de Gbato Gérard 45. C'est lui qui était censé m'encadrer. Dès lors, je ne pouvais pas mettre les pieds sur la faculté sans chercher à le voir. C'est ainsi que j'ai connu sa chambre au campus INSET 46, bâtiment K numéro 645. Je fus très tôt déçu par Gbato, car j'ai découvert qu'il était très peu préoccupé par les activités de la section. Il était presque toujours seul, jamais avec le groupe. Cela ne m'arrangeait pas d'autant plus que je voulais évoluer dans une bande, me retrouver très souvent avec un coéquipier, un complice. Mais ce qui me caractérisait le plus, c'était ma volonté ferme de m'illustrer par mon acharnement au travail, faire bien et plusieurs fois ce que les autres faisaient une seule fois et moyennement. Il me fallait donc du terrain, du boulot, de l'action. De l'action, j'en ai trouvé auprès d'un certain Zadi César 47, secrétaire à l'organisation de la section. Lorsque je rencontrai ce camarade, la première chose qui me frappa c'est son caractère. Un individu bouillant, suffisamment bavard et très actif. Je remarquai surtout qu'il était au cœur de la FESCI, car il était connu de la quasi-totalité des responsables ainsi que des membres du bureau exécutif national. Je venais donc de découvrir mon compagnon idéal, celui qui présentait pour moi le meilleur profil d'un camarade de lutte. C'est l'homme qu'il fallait à mon ambition secrète, me faire une place à la FESCI. Nous résidions tous les deux à Yopougon, mais nous ne nous y voyions presque jamais. C'est sur la fac que l'on se retrouvait pour bavarder et commenter ensemble l'actualité de notre mouvement. Vers la fin de l'année 2001, nous commencions à ressentir le besoin de résider en cité universitaire. Nos démarches nous conduisaient constamment à la Cité Rouge pour voir le camarade Digbe Cyprien 48, secrétaire général de ladite cité. Il n'hésita pas à nous promettre une chambre. Je ne le connaissais pas, mais la promptitude avec laquelle il nous a fait la promesse m'a fait tout de suite douter de sa sincérité. La suite me donna raison car nous n'avons jamais été logés à la Cité Rouge. Ce qui nous obligea à mettre la pression sur notre secrétaire général Éclair, qui à son tour se mit à talonner le Ben pour la cause. Il a obtenu 2 chambres pour nous à la cité universitaire de Vridi. C'est donc en résidence universitaire que j'entamai mon initiation à la FESCI.
Zadi César dit General Sekou Damate, au milieu, l'homme auprès de qui j'ai fait mes premiers pas à la Fesci. Séquence 4, une initiation dans la frayeur. On ne peut répondre de son courage, quand on n'a jamais été dans le péril. La Rochefoucauld. C'est finalement, en novembre 2001 que nous reçûmes, à la place des Aigris, au campus 1, des mains du camarade Achiné Nathanaël 49, les 2 clés. Lorsque le lendemain nous nous rendîmes à Vridi, nous nous aperçûmes qu'il s'agissait des cuisines transformées en chambres et que les gens appelaient localement PCI 50. Zadi César refusa tout de suite de rester. Moi je pris exactement la décision contraire. J'étais naturellement plus enthousiasmé de rentrer en cité que lui, parce qu'il avait lui, déjà connu la joie de dormir de temps en temps au campus de Cocody. Je m'installai à Vridi en décembre 2001. Boun Serge dit, Général Gebangban 51 fut celui-là qui m'a marqué dès mon entrée dans cette cité. En sa qualité de premier secrétaire général adjoint, il assurait à cette période l'intérim du secrétaire général Abbé Monet Eugène dit Général Mancuso le mythe du Dibergo 52 en voyage à San Pedro. Un jeune riverain avait trouvé la mort dans des conditions étranges dans la cité. Sa mort était restée comme un boulet dans la gorge des jeunes du quartier. Il faisait partie de la communauté des loupards appelée dans le milieu de la Fesci, les badauds. Ces derniers n'avaient pas du tout l'intention de tolérer la mort de leur frère en 53. Des représailles sanglantes se préparaient contre la cité dans laquelle je m'apprêtais à passer ma première nuit. Le comble c'est que je n'étais pas du tout informé de cela, et j'étais aux environs de 15 heures en train de passer du temps en salle de télé, lorsqu'un individu y fit brusquement irruption en s'adressant à nous en ces termes. « Éteignez cette télé. À l'heure où je vous parle, des loupards sont en réunion dans un maquis à Trècheville, pour attaquer la cité. Tout le monde au terrain de basket. N'oubliez pas de prendre avec vous tout ce qui peut servir à faire mal à un homme. » C'était le général Gebangban. Il venait de déclencher en moi une accélération spectaculaire de mon rythme cardiaque, mais cela ne m'a pas empêché de remarquer la personnalité qu'il dégageait. Son visage exprimait à la fois la gravité de la situation, mais surtout la sérénité d'un chef. Au terrain de basket, un meeting fut animé par le général Do 54, membre du Ben de la Fesci. Plus tard, l'on m'expliqua que le but de ce meeting était de montrer aux riverains que les étudiants n'ont pas cautionné la mort de Joe, et qu'ils sont même déterminés à le venger. C'est ce qui m'a fait comprendre cette phrase du général Do, « Joe c'est mon petit donc je ne laisse pas ». Pour la première fois, la Fesci avait toléré que des riverains se mettent sur leur balcon ainsi que sur la clôture de la cité pour écouter un meeting des étudiants. L'opération de charme savamment pensée par le Ben était en marche, et seuls les initiés pouvaient y comprendre quelque chose. Mon intégration dans la cité fut facilitée par les camarades militants de la section. Je suis rentré en même temps que Baby Armand et Mélès Jean Placide dit Métallivoire 55. C'est avec eux que j'ai participé à la patrouille nocturne. Au départ, il était question de s'organiser dans la cité en vue de contenir l'attaque de l'ennemi. Je me souviens encore des propos de Balou Sosten 56, secrétaire national à l'organisation de la Fesci. Les lumières de la cité doivent rester éteintes. Vous vous retranchez dans les bâtiments et prenez position au bout des premières marches des escaliers. Le premier ennemi qui s'aventurera doit recevoir le plus violent coup de la soirée. Son cri de douleur doit décourager tous ceux qui sont derrière lui. Si vous manquez le premier coup, vous êtes mort. Sur ces mots, il quitta Vridi. À sa suite, le général Gebangban nous a réunis au terrain de handball. Il s'agissait de définir un mot de passe qui devrait nous aider à distinguer ennemis et partenaires dans la pénombre. En face de quelqu'un, vous dites Cosa. Si c'est un des nôtres, il doit répondre Nostra. Cela doit se passer en 2 secondes, sinon, action, recommanda-t-il. Il jeta un froid dans mon dos lorsqu'il modifia la stratégie. Pour lui, il n'était plus question d'attendre l'ennemi dans la cité, il fallait aller à sa rencontre. Il venait ainsi de me séduire pour la seconde fois par son courage. C'est juste à côté de lui que je pris position lorsque nous sortîmes de la cité. Finalement, j'ai commencé à me sentir mieux avec la section de Vridi. Heureusement,
C'est en ce moment que le général Mancuso, revenu de son voyage et qui avait été entre-temps séduit par ma détermination à la tâche, décida de m'appeler à ses côtés. Je lui demandai simplement d'aviser mon secrétaire général et Claire. Je donnai personnellement un coup d'accélérateur au processus de mon transfert, en rédigeant une lettre de démission comme il me l'avait demandé lorsque je lui fis part de ma volonté d'évoluer sous les couleurs de la section de Vridy. La transaction fut rapidement faite. Je fus nommé au poste de premier secrétaire à l'organisation adjoint. C'est en cette qualité que j'ai été au congrès de 2003. Chapitre 2. Le congrès de 2003, premières intrigues, victime de la Fesci pour la première fois. On gagne ou on gagne. Slogan de campagne de Couillot Serge. Congrès de 2003. Séquence 1, respect du chef. Il vaut mieux avoir tort avec ses généraux que d'avoir raison contre eux. Soldat première classe, Vladimir Polotov sur le champ de bataille de Stalingrad. Vers la fin du mandat de Mancuso, il était question du congrès. Je n'en savais pas grande-chose, si ce n'est qu'il s'agissait de désigner le nouveau secrétaire général de la Fesci. Je savais vaguement que plusieurs candidats se manifestaient. Il s'agissait de Fato Jean-Marc 57, secrétaire général de la section des sciences économiques et de gestion, Yao Azaz 58, secrétaire général de Port-Bouët 2, Boni Simplice 59, secrétaire général de la Flash, Kofi Anno Charles, Charlie Wata 60, secrétaire général du campus 1, Couillot Serge 61 dit général terrain, deuxième secrétaire général adjoint du BEN et de Hachiné Nathanaël, secrétaire national aux affaires socio-culturelles du BEN. Pour en savoir plus sur le premier congrès de ma carrière syndicale, j'ai décidé d'accompagner partout mon secrétaire général Mancuso. Un soir, il m'appela pour l'accompagner à une rencontre qu'il devait avoir avec les 3 autres secrétaires généraux de la zone portuaire. Daco Clément 62, Yellow Port-Bouët 1, Azaz Port-Bouët 2, et Apia Adou 63, Port-Bouët 3. La rencontre a eu lieu dans une buvette en bordure de route à 50 mètres de la cité de Port-Bouët 3. Je m'arrangeais pour m'asseoir à une distance qui devrait me permettre d'écouter leur conversation. Je crois que j'ai réussi car dès les premiers échanges, j'ai compris qu'il s'agissait pour eux de choisir un candidat commun pour le futur congrès. C'est grâce à l'incapacité de Yellow à parler à voix basse comme les autres, que j'ai perçu l'essentiel de ce débat. Je l'ai entendu dire. Les gars, réfléchissons beaucoup avant de choisir parce que moi Yellow je suis trop vieux. Je n'ai pas envie de soutenir un candidat qui ne va pas gagner, car je refuse de sortir de la Fesci par la petite porte. Ce soir-là, les 4 chefs de la zone portuaire se sont quittés dans un flou total en se promettant avec une hypocrisie mal voilée de se retrouver pour harmoniser les positions. Je venais ainsi d'être le témoin insoupçonné de la division certaine des sections de Port-Bouët, sur le chemin du congrès. C'est en rentrant à Vridy que j'ai découvert pour la première fois la position de Mancuso. Pour lui, chacun des probables candidats pouvait avoir son soutien. Tous sauf un, le général Terrain. Mancuso n'était pas du tout prêt à lui apporter son soutien parce que selon lui, Terrain n'était pas digne de diriger la Fesci. Il m'a dit : je ne peux jamais soutenir quelqu'un qui a provoqué l'humiliation de tous les étudiants à Port-Bouët. Advienne que pourra. Quelques semaines plus tard, une assemblée générale est organisée à la bibliothèque de l'ex-FAST 64. Il s'agit pour la direction de déterminer la date du congrès de la Fesci. 2 tendances se dégagent. D'un côté, les partisans du report à une date ultérieure, compte tenu de la situation de crise que traverse le pays. Ils sont conduits par le secrétaire général d'Ibopieux Jean-Yves 65 lui-même. D'un autre côté, ceux qui optent pour la tenue du congrès dans les délais habituels, conduits par le général Terrain. C'est dans une atmosphère sournoisement électrique que l'AG débuta. Au bout de quelques échanges, un incident se produisit. Mancuso était partisan d'un report du congrès. Il était en train de développer son argumentaire, lorsque des insolences ont fusé de l'Assemblée. Dans son style habituel, il répondit immédiatement et une dispute s'ensuivit. La table de séance tenta de ramener l'ordre, mais elle se heurta à l'indifférence des protagonistes déterminés à poursuivre leur dispute. Assis juste à la gauche de Mancuso,
je me suis très tôt mêlé de la partie en menaçant à mon tour tous ceux qui tentaient de le menacer. Ainsi, une voix autoritaire vint-elle de la table de séance pour demander à tout le monde de sortir de la salle. Il n'y a rien de si éloquent que la queue d'un serpent à sonnette. Proverbe indien. Une fois dehors, dans le petit groupe que constituait la section de Vridi, je me tiens encore juste à côté de Mancuso parce qu'en fait j'avais décidé ce jour-là d'être son garde de corps. Kamagate le hibou 66 s'approcha de nous, et s'adressa à Mancuso dans un ton aussi sinistre que les mots qu'il avait choisis. Mancuso demande à tes petits de se calmer, sinon certains parmi eux ne verront même pas le congrès. Je venais de comprendre ce que Kamagate n'avait pas dit, c'est-à-dire la mort. Oui, le hibou venait de nous transmettre un message clair. Celui qui se mettrait sur leur route pour empêcher la tenue du congrès côtoyait la mort. Je ne sais pas si autour de moi, les autres avaient compris la même chose que moi, mais j'avais maintenant choisi de me dédouaner devant le redoutable Kamagate en tentant de lui faire comprendre qu'empêcher la tenue du congrès n'a jamais été notre intention. Je suis même allé plus loin dans mon élan de séduction, en essayant de le tenir par la manche de son t-shirt. Là encore, je fis une autre découverte effroyable. L'amulette en forme d'anneau qu'il portait comme un brassard à son avant-bras gauche acheva de me convaincre sur sa mystique personnalité. Je n'eus même pas le temps d'avoir peur davantage car entre-temps, les autres groupes avaient quant à eux fini leur conciliabule. Un ordre était venu de quelque part pour leur demander de nous mater. Je reçus un violent coup de pierre derrière l'oreille droite. Au début je croyais que c'était un coup de poing, mais c'est lorsque j'ai vu Mancuso dans tous ses états s'exclamant à tue-tête et pratiquement en larmes, « Ils ont blessé Seigno. Ils ont blessé Seigno », que j'ai réalisé que j'étais blessé. Mon sang coulait abondamment pendant que les camarades de la section Fast avaient commencé à pourchasser mes compagnons. Partagé entre le sentiment de ne pas m'enfuir comme un affolé et celui d'opter pour une résistance stupide et sûrement fatale, j'ai finalement décidé de me retirer du champ de bataille. C'est le chemin situé entre la clôture du parking de la Sotra et le jardin botanique que j'empruntais à reculons afin de voir venir une éventuelle charge sur ma personne. Sakpadeo accent aigu, mystique, notre secrétaire à l'organisation m'aida à faire un autostop et m'accompagna au CHU de Cocody où des points de suture m'ont été faits. Quelques heures plus tard, Mancuso est venu me voir et ensemble nous sommes rentrés à Vridi. Le même soir, les éléments de la Fast sont venus à Vridi armés de gourdins et de toutes sortes d'objets contondants. Lorsque Mancuso et moi sommes allés vers eux, ils nous expliquèrent qu'ils avaient appris que nous réservions un accueil chaleureux à leurs camarades résidents de la cité en représailles de l'agression dont nous venions d'être victimes de leur part au campus. Dans le groupe, je me souviens encore des visages des Siabi Guillaume dit Labarrière, particulièrement excités, Raymond Arsène Kofi BIDE accent aigu, Zuzugbo dit Laurent Gbagbo, Gay Charles Clavé dit le Zoulou 67. Il n'était pas loin de la vérité parce que rentrés du campus, nous avions effectivement décidé d'éteindre tous les lampadaires de la cité. Cependant, cette décision répondait plus à un baroud d'honneur qu'à une volonté réelle de nous en prendre aux éléments de la Fast. Nous étions conscients qu'ils étaient plus nombreux donc plus forts que nous. C'est cette appréciation objective et réaliste de la situation qui nous obligea à prendre nos responsabilités pour orienter notre chef Mancuso. Séquence 2. Orienter le chef. Aux hommes il faut un chef. Aux chefs il faut des hommes. Proverbe africain. À la suite de ces événements, Mancuso avait décidé de rester à Vridi et de voir les choses venir. Un jour, nous reçûmes la visite du maréchal KB68. C'était la deuxième fois que je voyais de près ce monsieur. Il était venu pour apporter le soutien du staff de campagne du général Terrain à notre section eu égard à ce qui nous est arrivé au campus. Mancuso avait exigé le dédommagement de son responsable que je suis. KB n'a pas hésité un seul instant à se plier à cette exigence et avait remis la somme de 6000 FCFA 6000 à Mancuso en promettant qu'il reviendrait incessamment. Une question de fond restait posée dans la section. Fallait-il rester sur notre position initiale ? Fallait-il continuer à s'aligner derrière la position de Mancuso ? C'est sous cette dernière formule que la question traduisait mieux la réalité, car en effet,
Mancuso n'avait jamais mis le choix de notre candidat au Congrès sur la table. Il avait pris seul la décision et nous l'avons suivi par discipline. Avec ce qui nous est arrivé au campus, l'alerte était plus que jamais donnée. Un soir, Billy Cyclone, Hippolyte Zogbe, Hippie, Sal Sedou, le Lynx d'Ebolebo et moi engageâmes le débat sur le terrain de football de la cité. Nous ne mîmes pas du temps pour converger vers la même position, nous rallier au camp du plus fort, celui du général Terrain. Notre mésaventure du campus était le premier symbole de la démesure certaine entre les forces en présence. Il fallait susciter une réunion de section, au cours de laquelle nous allions convaincre notre secrétaire général à réviser sa position. Cette réunion n'a jamais eu lieu parce que Mancuso n'aimait pas être contrarié. Son attitude avait changé entre-temps, il était de moins en moins radical sur sa position. Cependant, organiser une réunion pour se dédire paraissait trop lourd pour lui. C'est dans ce contexte que nous reçûmes la visite du staff du général Terrain. La délégation était composée de Guy Paul 69, le maréchal Cabé et le général Terrain lui-même. La rencontre a eu lieu dans notre salle de réunion, la PCI numéro 118. À la fin de la réunion, les choses semblaient clarifiées. Toutes les parties avaient le sourire aux lèvres. Désormais la section de Vridy, les radicaux, roulait pour le général Terrain. Après l'élection de Terrain, il était maintenant question de la formation du bureau exécutif national. C'est le rendez-vous le plus attendu après un congrès de la FESCI. Il a fallu l'intervention du maréchal Cabé pour que Mancuso fasse son entrée dans le Ben. Quant à moi, les événements consécutifs au congrès allaient m'obliger à retourner au Bercail. Chapitre 3. Retour au Bercail. Quand tu ne sais plus où tu vas, il faut au moins te souvenir d'où tu viens. Proverbe africain. Séquence 1, le DDR, démobilisation, dispersement, récupération. La majorité a toujours raison, mais la raison a bien rarement la majorité aux élections. Jean Mistler Bonpoint. 2 mois après la formation du Ben, nous étions à l'heure du renouvellement des sections. À Vridy, il y eut beaucoup de désordre dans notre bureau. Une multitude de candidatures se manifestait. Capadé Évariste Dutché, premier secrétaire général adjoint, Sal Sedou, Sakpadé OE accent aigu, Mystique et moi-même. Au lieu de canaliser ses velléités afin de préserver les chances du bureau sortant, Mancuso minimisait la situation. C'était pratiquement devenu un sujet de plaisanterie pour lui, parce que sa nomination au Ben semblait avoir fini de le satisfaire. Quant à moi, je n'étais pas réellement déterminé à être candidat. J'avais pointé le nez parce que je ne digérais pas les candidatures d'individus très peu courageux comme Sedou et Mystique. En effet, Dutché m'avait impressionné par son courage lors d'une attaque dont la section de Vridy a fait l'objet de la part de la section de Port-Bouët 1. Le Gueboni 70 de Port-Bouët 1 était dirigé ce jour-là par Danon Franck, guerrier de Korogo. Je revois encore les visages des Assoko le caméléon, Issa Soul le sorcier, Gaïa Boubacar dit Matador. Ce jour-là, après que les Sedou, Mystiques et autres aient pris la fuite, c'est Dutché qui est resté pour répondre de la section. Il s'est présenté courageusement aux envahisseurs qui ne se sont pas fait prier pour le tirailler dans tous les sens. Assoko est allé plus loin en lui administrant une gifle, avant que des coups de fil et des interventions obligent la bande à guerriers de Korogo à se retirer. Ainsi, a-t-il suffi d'une discussion avec Dutché pour que je me rallie à lui. Finalement, c'est lui qui est resté le candidat unique du bureau. En face, il y avait 2 adversaires. Baby Armand coaché par le groupe des doyens de la cité, Kambireta Ondi Campbell, Zéléi Serikpa Joachim, Joey, et Zoloa Roméo Di Romy, responsable de la section Fast. Les campagnes furent une succession de menaces, d'intimidations et de trahisons renforcées par une bonne dose d'hypocrisie. Yeboya était le directeur de campagne de notre candidat. Ils ont tous les deux été témoins d'un fait qui nous a donné une idée de ce qui nous attendait. Un soir, ils sont allés en campagne dans une chambre de la cité occupée par des jeunes filles. Après leur exposé, une étudiante a pris la parole et s'est adressée à eux en ces termes. « J'aurais bien voulu voter pour votre candidat, mais il y a trop de personnes violentes dans votre staff. » « De qui veux-tu parler ?
demanda Yeboya. Après quelques secondes d'hésitation, elle lâcha. Seigno par exemple. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.